Bienvenue au talk Incremental Data Architecture. Donc, je me représente rapidement. Donc, merci Julien. Donc, comme a dit Julien, je m'appelle Walid Awari. Je suis data ingénieur et je m'intéresse particulièrement aux problématiques d'architecture, que ce soit dans la data ou dans le software globalement. On va parler des motivations. Qu'est-ce qui a motivé ce talk-là? Je vais vous poser une question. Qui est-ce qui a déjà mis en place des architectures, data ou pas? Main levée. Et qui est-ce qui pense que c'est une tâche facile? Quasiment personne. C'est un record. Donc, en général, on fait face à plusieurs problématiques, notamment liées à la clarté du besoin ou liées au manque de ressources. Ça peut être les deux à la fois. Pour le reste du talk, on va se concentrer sur les problématiques liées à la gestion des ressources. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Donc, une ressource, c'est du temps nécessaire au développement d'un produit, d'un projet, d'une idée. C'est de l'humain, de la connaissance, du temps de travail et un budget. Donc, personnellement, moi, je suis intéressé par cette zone-là. Donc, dans les situations où on a du temps, on a de l'humain, on a de la connaissance, mais on n'a pas forcément de budget. Que ce soit dans des petites équipes, des petites entreprises, voire carrément des pays où il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'infrastructure d'accompagnement, que ce soit technologique ou financier. Donc voici une question qui va guider tout notre talk, c'est comment construire une architecture évolutive tout en délivrant de la valeur rapidement. Donc retenez bien ça. Quelques définitions. Donc voilà comment je définis l'Incremental Software Architecture. C'est une méthode de planification, de conception et de construction d'architecture logicielle de façon incrémentale. Pour l'instant, c'est une phrase très simple. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à ne pas attendre toutes les ressources nécessaires au développement de toute l'architecture cible. En parallèle à ça, on utilise les ressources disponibles pour fournir une première version, donc un MVP ou une version heuristique. Et en parallèle à ça encore, c'est se débrouiller pour faire croître les ressources. Le troisième point est très important. Donc il y a eu des facteurs encourageants pour cette méthode-là, notamment côté infrastructure. On a l'avènement de la virtualisation, du cloud computing, qui rendent le hardware plus maniable et plus flexible. Il y a aussi d'autres techniques comme l'infrastructure as-code, où on va créer le hardware, où on va le gérer à partir de lignes de code. Ce qui fait qu'on va centraliser toutes les informations du hardware dans un endroit particulier, dans un repository, et on va tracer toutes les actions faites sur le hardware. Ça, c'est très important. Côté développement, on a certaines pratiques ou certains ensembles de pratiques comme l'intégration continue, donc comme on est dans une méthode d'intégration incrémentale, de bonnes pratiques ou des outils d'automatisation sur l'intégration des livrables peut être vachement apprécié et qui va garantir notamment toute la qualité de ces livrables-là. Il y a aussi certaines techniques de programmation évolutive telles que le Domain-Driven Design ou par exemple les architectures hexagonales, donc qui rendent le code plus flexible et plus, entre guillemets, améliorable. Et la data dans tout ça, depuis tout à l'heure on parle du software dans sa globalité, mais qu'en est-il de la data? Donc les architectures data présentent une certaine particularité, c'est une complexité due au stack d'outils qu'on utilise. On utilise aujourd'hui une multitude d'outils dans une architecture data. Et on a tendance à créer un couplage fort entre ces outils-là, à tort ou à raison d'ailleurs. Il y a aussi plein d'autres arguments, notamment la construction du modèle de données. Le modèle de données, on le pense rarement évolutif. Et c'est une des raisons qui a motivé ce talk-là aussi. Donc, place à l'application. Voilà comment je définis l'Incremental Data Architecture. Je la définis en 3 étapes. Donc, une étape d'état des lieux, une étape de design, de conception et une étape d'implémentation. Et on va itérer sur ces 3 étapes-là. Itérer pour répondre à une formule très simple qui consiste à minimiser la perte entre chaque itération. Minimiser la perte consiste à maximiser l'utilisabilité du travail qu'on a fourni lors des précédentes itérations. Donc, pour définir la phase d'état des lieux, c'est très simple, c'est le recensement de toutes les ressources disponibles pour cette itération, l'itération future, ainsi que les incréments disponibles, si on est dans une itération post-initialisation.
La partie design, c'est étant donné les ressources recensées, ben, on va concevoir, on va designer une architecture pour l'itération future. Et vous l'avez peut-être deviné, l'implémentation consiste à réaliser donc, la solution avec les ressources et la conception faite juste avant. On va essayer d'illustrer ça par un exemple. Donc là au milieu, on a une petite startup qui s'appelle Data Happy Day. Je ne suis pas allé chercher loin, c'est juste Data XD, j'ai remplacé le X par Happy. Et donc c'est une jeune startup spécialisée dans la data qui va décrocher un contrat avec une ONG, histoire de fournir un système d'aide médicale à des villages reculés. La startup devra fournir un prototype en 3 mois. Ensuite, si le prototype est réussi, ben on va intégrer beaucoup plus de villages jusqu'à monter à 3 pays. Donc ça, c'est le scénario. Quelques remarques. Le service fourni devra sûrement satisfaire des contraintes de volumétrie et de vélocité à la fin. Le système d'analyse médicale imaginé par l'ONG nécessite des traitements applicatifs complexes. La startup devra fournir des agrégats de données à des fins de business intelligence, d'analytics. Elle devra également garantir la maintenance et le support du service. Donc allons-y, mettons ça en pratique. Donc voici une architecture cible, c'est une architecture potentielle parmi d'autres, où on a certains composants cœur, notamment Kubernetes. Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs, et on a aussi un outil de traitement distribué qui est ici en l'occurrence Spark. Donc toute mon architecture est dans un environnement AWS. Je fais appel à 2 services, même 3 services. C'est RDS pour les bases de données relationnelles, Kinesis qui est un messaging system, et c'est tout. Et S3, qui est un object store. Donc itération 1, je fais l'état des lieux, je recense mes ressources. Donc l'équipe est composée de 2 développeurs data qui maîtrisent Python, AWS. J'ai aussi 2 SRE chevronnés sur les DevOps Tools, l'environnement AWS aussi. J'ai un budget assez modeste, comme vous pouvez le voir, et je dispose de 3 mois pour fournir un prototype. Donc ce que je fais, donc voici l'architecture conçue à l'étape de design. C'est une architecture que j'ai conçue, c'est une phrase importante, c'est un mot important, par déconstruction. C'est-à-dire que je suis parti de l'architecture cible en question et j'ai déconstruit jusqu'à atteindre mes ressources dont je dispose pour cette itération-là. Il y a certains composants cœur aussi. On a mon applicatif qui est fait sur du Python pur, qui est dockerisé à la fin et exécuté sur un service AWS qui s'appelle Fargate. C'est un service qui permet de lancer des conteneurs Docker en toute transparence si on veut faire simple. J'ai 2 zones de pénibilité lors de cette phase de design. J'ai une pénibilité qui est ici, donc due à l'extraction des fichiers qui est faite manuellement par les analystes pour faire des dashboards, etc. Et j'ai aussi un lien ici entre l'API et la première application qui voit des problèmes de lenteur et de non-robustesse. Donc deuxième étape, je fournis d'abord la première architecture que j'implémente. Donc je vais délivrer de la valeur, j'intègre le premier village, ça réussit. Ensuite j'attaque la deuxième itération. Là j'ai 2 développeurs et un data développeur senior en plus, donc qui maîtrisent la technologie Spark, Python et AWS. Et je me suis débrouillé pour collecter ou récolter plus de budget. Et là, en l'occurrence, je dispose que d'1 mois pour fournir un incrément. Donc ce que je fais, ce que je change ici dans l'architecture par rapport à avant, c'est juste un soulagement sur la partie design. Je soulage l'architecture sur la pénibilité des exports BI et j'automatise tout cela dans une base de données à part, RDS, dédiée à l'analytics. En même temps, j'en profite et je fais une tâche transparente qui est la formation de mes 2 anciens développeurs Python, je les forme à Spark. Et ça a de la valeur pour après. Donc là, j'ai 3 développeurs Spark, donc un qui est chevronné, les autres ils sont opérationnels dans mon contexte applicatif. J'ai toujours le même budget, 2 SRE, je dispose d'1 mois. Donc ce que je fais ici, c'est que j'introduis Spark. Donc j'introduis Spark, je fais une migration du Python pur vers du PySpark, qui est une interface pour faire du Spark à travers Python.
et qui facilite la migration. Donc je le fais et je l'exécute sur Fargate. Donc je scale verticalement mais pas horizontalement. Pour l'instant, je ne suis pas en distribué. Ce qui va me permettre de paralléliser. Donc je suis en parallèle mais pas en distribué. Et j'intègre plus de données. Donc je délivre plus de valeur qu'avant. Donc OK. Ensuite, quatrième itération, j'ai toujours 3 développeurs Spark, 2 SRE, un peu plus de budget et je dispose d'un mois pour fournir un incrément. Donc là, j'introduis Kubernetes, qui est un élément majeur dans mon architecture cible. Donc je le mets en place et il y a un autre changement au niveau de Spark où je l'exécute de façon distribuée. Pourquoi? Pour intégrer plus de données, plus de villages, plus de dossiers médicaux à la fin. Ensuite, dernière itération, j'ai toujours 3 développeurs, 2 SRE, même budget, je dispose d'un mois. Et là, je soulage l'architecture sur la deuxième pénibilité où j'incorpore Kinesis pour orienter mon architecture par message. Et du coup, là, j'atterris sur mon architecture cible, qui est d'ailleurs évolutive grâce à Kubernetes, grâce à d'autres outils qui sont scalables. Donc c'est ce que je fais. Et on va voir ensuite quels conseils on en tire de cette pratique-là. Donc les takeaways, premier conseil que je donne, c'est éviter les mutations d'architecture. Ce que j'appelle les mutations d'architecture, c'est les changements radicaux. C'est les changements qui vont venir casser les incréments que j'ai déjà livrés auparavant. Donc ça peut nous faire perdre du budget puisqu'on est dans un cas où on n'a pas forcément assez de ressources, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de budget, on n'a pas, peut-être on risque de démotiver l'équipe carrément. Donc premier takeaway. Deuxième, qui peut paraître trivial, c'est don't mess with security. En fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on construit toute une architecture incrémentalement. Donc, ce n'est pas seulement une architecture applicative, mais c'est aussi une architecture d'infrastructure. Donc, on va construire l'infrastructure incrémentalement. Si on le fait de façon incrémentale en plusieurs fois, on risque d'introduire des failles de sécurité ou de lésiner sur les moyens mis en œuvre sur cette partie-là. Donc, il faut absolument à chaque fois monitorer ça. On va voir juste dans la slide d'après comment on peut faire. Là, on parle de mettre en place des indicateurs ou de les monitorer. Donc, on a certaines dimensions quand on fait une architecture. C'est à nous de définir certaines dimensions, ces dimensions-là, mais il y a certaines dimensions essentielles. Par exemple, la dimension sécurité. Il y a aussi la dimension coût. Il y a la dimension scalabilité, charge, etc. Donc, il faut mettre des indicateurs sur ça et de les monitorer. Pourquoi pas les incorporer au niveau de la pipeline CI, par exemple, dans le cas de la sécurité, mettre un scanner de vulnérabilité et voir est-ce que j'introduis des failles ou pas. Je peux aussi introduire un analyseur de coûts, in-house ou peut-être open source, qui va me dire est-ce que je suis dans mes budgets ou pas. Donc voilà. Ensuite, élément très très important pour moi, c'est connaître la valeur de l'incrément avant l'implémentation. Parce que si on ne connaît pas la valeur de l'incrément avant même de l'implémenter, on risque de retomber sur le cas numéro 1, qui est la mutation d'architecture. On risque de délivrer quelque chose qui n'a pas forcément de valeur. Et on est dans un contexte où on n'a pas beaucoup de ressources, donc ce qui peut être très dangereux. Et pour le coup, donc pour les amateurs de Street Fighter, encore une fois, c'est la même chose. Mais là, je vais donner un exemple. Lors de l'itération 3 et 4 de mémoire, ce que j'ai fait, c'est que on a introduit Spark pour intégrer plus de données, ensuite on l'a distribué, on l'a lancé en parallèle, ensuite on l'a distribué pour intégrer encore plus de données. Et du coup, je connaissais dès le départ la valeur de mon incrément, ce qui m'a vachement aidé. Ensuite, utiliser la puissance des outils scalables seulement quand il le faut. J'aurais pu dès le départ mettre en place par exemple Kubernetes et exécuter mes traitements sur du Spark distribué, mais j'aurais introduit en fait un temps de blocage, je n'aurais pas délivré de la valeur en temps et en heure. Ensuite, prendre la qualité en considération. On a parlé de la CI tout à l'heure, donc qui peut garantir cette qualité-là, mais il y a aussi la qualité du code. Rappelez-vous, j'avais parlé des techniques de programmation évolutive telles que le Domain Driven Design. Sachant que j'ai fait par exemple une migration de Python vers du PySpark. Si j'avais bien calculé la transition et que j'avais mis du Domain Driven Design dans ma conception du code au départ, ça m'aurait facilité largement la migration de Spark, de Python en PySpark.
Donc voilà, pour conclure, on a construit une architecture évolutive de façon agile tout en délivrant de la valeur. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.